graves. On pense à tel ministre de l'énergie libyen qui a été retrouvé noyé dans les eaux du Danube à Vienne, suite à une affaire qui pourrait être liée à des questions de corruption et de rétrocommission en Libye. Je veux dire, est-ce que là aussi, à nouveau, les services de sécurité de notre pays ont été utilisés à des fins politiques? On voit aussi à quel point, si l'on crée un secret qui est invulnérable, la porte est ouverte à toutes les instrumentalisations et surtout à des manipulations qui peuvent être coûteuses, y compris en termes de vie humaine. Et à partir de là, par exemple, quand on voit la situation dans laquelle se retrouve Julian Assange, pardon d'insister, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'est contenté de révéler des mensonges qui ont été commis à des échelles massives, qui ont provoqué des pertes de vie humaines par milliers, qu'on laisse une persécution s'installer pendant des années, avec maintenant un écrasement de l'individu qui vise symboliquement en fait à faire peur, parce qu'il y a, quand ces journalistes sont convoqués à des GSI, par exemple dans le cadre de l'affaire française, c'était des personnes qui venaient de créer un média, et leur première révélation, c'était ce document dont je ne sais plus s'il était secret défense ou confidentiel défense, parce qu'il y a des hiérarchies avec une échelle pénale qui change selon la lourdeur du secret qui est appliqué. C'était une façon de leur dire maintenant vous arrêtez, parce que si vous, en gros, c'est une façon d'essayer de faire fermer ce média avant qu'il devienne particulièrement gênant pour le pouvoir en question. Mais le rôle des médias, c'est important. Un média comme Bellingcat, qui tout d'un coup a révélé le rôle du GRU dans un certain nombre d'opérations, donc le service d'espionnage russe dans un certain nombre d'opérations en Europe, il y a de fortes chances que ce média soit en fait un fauné de services de renseignement qui s'en servent pour faire circuler des informations dans l'espace public. À la limite, vous savez quoi, ça permet de fluidifier, en fait, c'est ce que disait Julian Assange, et si c'était la Russie qui m'avait envoyé les informations sur l'affaire Clinton, si vous aviez raison, écoutez, la meilleure riposte que pourraient donner les États-Unis, c'est de faire exactement pareil au sujet de Poutine. Et à terme, en fait, tout le monde sort gagnant dans le sens des populations qui ont une plus grande transparence sur ces appareils de pouvoir. Donc ces fuites, à terme, théoriquement, permettent, si on sort du jeu interétatique, permettent d'améliorer la situation générale parce qu'elles permettent d'avoir pour les populations une meilleure compréhension de la façon dont les appareils de pouvoir fonctionnent contraire. Alors à court terme, il y a des effets opportunistes qui peuvent servir tel acteur ou tel autre acteur, mais à long terme, je pense que cette transparence est extrêmement bénéfique pour l'ensemble des populations. Et je pense qu'il faut défendre cette possibilité justement de faire fuiter et de montrer aussi, ça peut être dans les deux sens. Donc par exemple, là, on a révélé que ces mêmes agents de la GRU avaient
une base arrière en Haute-Savoie, à Chambéry, à Genève, et qui étaient les agents tueurs du GRU. Donc, ils faisaient des opérations d'assassinat dans toute l'Europe. Vous imaginez? Oui, alors quand on commence comme ça, je me dis, effectivement, c'est certainement un service qui a fait chuter au monde auprès d'un journaliste quelques jours avant la visite de Poutine à Paris. Ça tombe trop bien. Voilà. Mais voilà, ça serait en temps normal, j'aurais dit pourquoi pas. 8 jours avant la visite de Poutine à Paris, c'est clair et c'est signé. Voilà. Et Et en même temps, là où ils se rendent pas forcément compte, dont les services qui font fuiter, notamment si c'est les Français en effet, c'est l'effet d'humiliation quand même pour les services secrets français qui ont laissé s'installer cette base arrière en Haute-Savoie pendant des mois. Donc je veux dire... si vous voulez, vous avez tout à fait raison. Dans une affaire comme celle-là, l'histoire de la dénonciation des gars, des Russes, des agents russes qui se rendent en Haute-Savoie et qui a travaillé sur toute l'Europe. On voit bien que 8 jours avant l'arrivée de Poutine, ça, évidemment, c'est pour provoquer une réaction contre Poutine, mais c'est aussi, ça fait passer les Français pour des imbéciles, comme vous l'avez dit. Donc, en définitive, c'est un formidable, une belle manipulation, puisque en définitive, on fait passer un journal français une information qui est reprise évidemment parce qu'il se dit c'est un scoop, mais qui en réalité tape sur les Français, tape sur les Russes. Bravo. Et le joli coup, à 8 jours de truc, c'est une manipulation réussie. Et ça, c'est important pour nos spectateurs aussi, parce qu'il y a toujours une naïveté par rapport à comment l'information arrive dans le journal, et on est prêt même à idolâtrer souvent les journalistes qui réussissent à... Il faut avoir conscience que c'est des outils au service de ces appareils sécuritaires très souvent, et que derrière le scoop incroyable qui permettrait aux journalistes de prétendre qu'ils sont les défenseurs des libertés, etc., il y a tout simplement un intérêt qui a permis de nourrir cet appareil, et dans le même sens, des censures qui peuvent intervenir de façon plus ou moins douce, en disant, par exemple, moi j'ai eu une affaire au Monde qui continue à nier depuis, mais quand j'avais enquêté sur l'affaire Uramine au Centrafrique, de ce que m'a expliqué quelqu'un qui est très bien introduit au monde, j'ai fini par le publier au Monde diplomatique parce que le Monde l'avait bloqué. Et de ce que m'a expliqué un Philippe Vasset, qui connaît assez bien ces milieux-là, il m'avait dit, écoutez, il y a quelqu'un de la DGSE qui avait fait croire à la direction du Monde que vous étiez manipulé par les Russes. Et que du coup, c'était pas très opportun de faire publier ce document-là. Donc, l'espace informationnel... Oui, attendez, là, je ne sais pas, je connais pas l'histoire, mais juste pour dire aussi, parce qu'il faut faire attention, c'est que les journaux, au-delà du travail du journaliste, ils ont aussi une ligne éditoriale, bien sûr, et que si vous amenez un scoop qui n'est pas dans les lignes éditoriales,
la plupart non, des journaux ne le publient mais pas. en l'occurrence, là, Le il était Monde en maquetté. particulier, Ouais. on le sait bien, et c'est pas une critique du Monde. Ouais. Et le Monde se gêne pas, il sélectionne les scoops qui va sortir et ceux qui ne sortira pas. Mais en l'occurrence, Oui. ce qui était marrant sur cette affaire, c'est que voilà. l'article Et était maquetté par Serge Michel. Dans cette affaire-là, Oui. ce qui était intéressant, c'était que vraiment on avait, en fait, là, on traçait la... Et donc, juste de façon générale, pour qu'il n'y ait pas de naïveté par rapport à l'espace informationnel, y compris en démocratie, les informations qui nous arrivent ne sont pas systématiquement. Parfois, il y a des vrais travails d'enquête, des journalistes qui réussissent à sortir des informations, mais il faut toujours essayer de s'interroger à ce niveau-là. Cela dit, a priori, on se dit aujourd'hui, bah oui, après tout, il est normal que les journalistes informent, et quoi, quel que soit le résultat de leur investigation, mais ils doivent la publier au mépris des règles du secret défense, et tant pis s'ils sont convoqués ensuite à des GSI. Mais enfin, il y a des cas où ça nous choquerait, évidemment. Il suffit de rappeler, je sais pas moi, l'opération Fortitude, qui consiste pour les Anglo-Américains à faire croire qu'ils vont débarquer au Pas-de-Calais et non pas en Normandie, afin de tromper les Allemands, et qui continuent d'avoir le gros de leur force au nord de la France et pas en Normandie. Et ça a marché d'ailleurs. Ils avaient même réussi à les